Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Le Figaro TV. On va tout de suite à Nogent, en Haute-Marne. Le collège Françoise Dolto se recueille. Aujourd'hui, 1 minute de silence est observée en ce moment même en hommage à la surveillante sauvagement assassinée mardi matin. Minute de silence qui était prévue à midi, qui vient tout juste de débuter. Je vous propose de la vivre ensemble. Ouais, il me parle. J'ai le retour antenne de tout à l'heure. On peut te voir avec l'intercine. Voilà, minute de silence organisée ce matin même au collège Françoise Dolto, ce collège de Nogent où travaillait cette surveillante assassinée mardi matin par un élève de 14 ans. Elle a perdu la vie sur son lieu de travail. On y revient en tout début d'émission avec Guillaume Roquette. On en reparlera également avec une professeure de français dans un collège d'Île-de-France, Ève Waguerland. Elle avait publié il y a 2 ans un livre dans lequel elle racontait de façon concrète le malaise d'un certain nombre de professeurs dans les établissements scolaires. Livre malheureusement plus que jamais d'actualité. Alors comment réagir à ce nouveau drame? Elle nous donnera son témoignage. Elle nous donnera également bien sûr son point de vue. Et puis nous reviendrons également sur l'examen de la proposition de loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous savez qu'elle doit arriver en hémicycle à l'Assemblée nationale à partir de lundi prochain. Mais déjà, ses opposants se mobilisent. On en parlera avec l'écrivain et fondateur du mouvement Légueux, Alexandre Jardin, et puis avec le secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans, Jean-Vincent Chantreau. Il sera avec nous depuis Granville et il est directement concerné par les débats qui auront lieu à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. Guillaume, 1 minute de silence était observée, était en tout cas annoncée pour ce matin, ce midi, dans ce collège de Nogent, mais également dans tous les établissements scolaires de France. C'est Elisabeth Borne qui l'avait demandé dès mardi, donc après ce drame. Quelle a été votre réaction, Guillaume, d'abord mardi, lorsque vous avez appris ce nouveau drame et donc cet assassinat, cette surveillante qui a été poignardée et qui est décédée mardi, donc, après avoir été poignardée par un élève de 14 ans? Ma réaction, elle a été tristement banale. J'ai aussitôt pensé encore, c'est-à-dire une nouvelle fois. Et j'ai fait aussi très vite le rapprochement entre la réalité de cette violence, qui est une réalité qui est documentée statistiquement, puisqu'il ne s'agit pas d'un sentiment d'insécurité, mais vraiment d'une multiplication de ces actes. En gros, en 30 ans, les actes de violence en France, ils ont été multipliés par 3. Oui. Donc plus de 200%. Il y en a plus de 2000 par jour, si on prend les actes de violence de toute nature, qu'ils soient dans la sphère familiale ou à l'extérieur. Et c'est le reflet d'une société qui ne va pas bien. Et je vous disais que ce qui m'était venu à l'esprit quand j'ai entendu cette horrible information, c'était les propos du président de la République 48 heures plus tôt, expliquant qu'on faisait des lavages de cerveau avec des faits divers. L'idée du chef de l'État étant de dire qu'il n'y a pas de problème, il y a simplement des événements qui sont montés en épingle par les médias. Ça n'est pas un énième fait divers, c'est un fait de société, cette violence qui monte, selon vous, Guillaume? Oui, c'est un fait de société, puisque c'est une démonstration, une manifestation de sujets qui sont quotidiennement dans les préoccupations des Français. On a beaucoup parlé de l'objet avec lequel ce meurtre a été commis, les couteaux. Oui. Et vous savez qu'il y a eu des centaines de contrôles de couteaux, fouilles de sacs à l'entrée d'établissements scolaires depuis plusieurs mois. Et donc, c'est d'ailleurs à l'occasion d'un de ces contrôles que ce drame horrible a eu lieu. Et donc, ça montre bien que cette violence, elle est aujourd'hui habituelle. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un transport en commun, vous hésitez aujourd'hui à faire une remarque à votre voisin qui écoute de la musique à toute force, qui met les pieds sur le siège ou qui se montre agressif en disant « mais il peut sortir un couteau ». À tout moment. Donc, c'est parce que ce crime est
commis avec un objet du quotidien que cette violence est vraiment devenue notre quotidien. Alors justement, que faire face à cela? Quelle doit être la réponse? D'abord un mot sur l'enquête qui se poursuit et qui avance. 2 jours donc après ce drame, le procureur de la République de Chaumont a dressé un portrait très inquiétant de ce jeune homme, du meurtrier présumé, hier après-midi en conférence de presse. Un jeune adolescent qui n'a exprimé ni regret ni compassion pour sa victime lors de la garde à vue. Il a exprimé, je cite le procureur, une fascination pour la violence. Il a expliqué avoir voulu viser n'importe quelle surveillante de son collège car il ne supportait plus leur comportement en général. C'est ce que nous dit le procureur dans cette conférence de presse. Il a là de quoi nourrir encore davantage cette sidération après ce meurtre. C'est-à-dire que, oui, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que ce garçon n'était pas un collégien comme les autres. Il avait d'ailleurs été sanctionné à 2 reprises de son établissement en début d'année pour des faits de violence. Et ce qui est intéressant, et c'est Elisabeth Borne elle-même qui nous l'a appris, c'est que néanmoins, malgré ces faits de violence, il avait été nommé, je crois, ambassadeur contre le harcèlement. Encore un de ces gadgets que l'éducation nationale invente pour faire croire qu'elle traite les problèmes, parce qu'évidemment ça ne sert à rien. Mais je trouve que c'est assez révélateur. C'est-à-dire, au lieu de le sanctionner, on lui donne une sorte de récompense. Je crois que il faut éviter de dire qu'il y a des solutions miracles, il y a qu'à Faucon, c'est trop facile compte tenu de la gravité du problème. Mais je pense que ça, c'est un signe. Oui. C'est un signe que peut-être il y a un problème de rapport à la sanction et que à vouloir trop donner toujours une nouvelle chance aux élèves perturbateurs, eh bien, on arrive à ce genre de drame. Mais c'est vrai que quand on essaie de se mettre dans la tête, effectivement, de ces enseignants, de ces directeurs d'établissement, c'est difficile à appréhender ce type de profil. On a là un jeune homme de 14 ans qui n'a d'ailleurs montré en garde à vue aucun signe évoquant un possible trouble mental. C'est très très compliqué à appréhender ce type d'individu. Oui, c'est difficile parce que le discours habituel sur le bien et le mal ne porte plus. Et c'est en ça que c'est assez glaçant. C'est-à-dire que ça a l'air d'être un enfant lambda qui n'a pas de problèmes personnels ou familiaux particuliers, semble-t-il, et qui peut-être par un conditionnement qui est celui, je ne sais pas, c'est à creuser, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, développe une forme d'indifférence au mal et au mal qu'il peut provoquer. Et on se dit c'est inquiétant parce que combien y en a-t-il ? Oui. C'est ça le problème, c'est que, comme vous le disiez il y a quelques instants, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait qui est révélateur de l'état de notre société. Et qui est révélateur, selon vous, Guillaume, d'une défaillance systémique dans le rapport à l'autorité, dans le rapport à la sanction dans l'éducation nationale ? Alors, je pense que oui, il y a un problème du rapport à la sanction. Il y avait quelque chose qui m'a frappé aussi, c'était le nom de cet établissement. Il s'appelait le collège Françoise Dolto. Françoise Dolto, c'est une pédopsychiatre, psychanalyste, qui, dans les années 60, a développé toute une théorie selon laquelle il fallait pas être trop contraignant avec les enfants, que l'autorité parentale ne devait pas être trop forte. Une de ses formules, c'était moins de parents. Eh bien, je pense que c'est aussi le dévoiement de ce genre d'idées, de convictions qui amènent aux situations actuelles. Il y a, chez les enseignants, souvent une peur de la sanction. Mais pourquoi ? Ça peut être pour des raisons idéologiques. Vous savez, depuis qu'on met l'enfant au centre du système éducatif, depuis que il y a l'instauration du tutoiement, une sorte de proximité, d'horizontalité dans l'institution scolaire, eh bien, ça n'incite pas les enseignants à faire preuve d'autorité. Et puis, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les parents, très souvent, et tous les enseignants peuvent en témoigner... Prennent le parti de leur enfant. Exactement, prennent le parti de leur enfant. Et quand vous mettez une sanction sur le carnet de correspondance, vous voyez débouler les parents, qui sont parfois menaçants, et ce problème d'autorité, il est global. Et dans une certaine mesure, l'éducation nationale a raison quand elle dit « mais vous nous en demandez trop. Vous ne pouvez pas nous demander de réparer toutes les carences, en particulier les carences éducatives, même si
on ne peut pas en faire une généralité puisque je ne connais pas la situation familiale du meurtrier présumé. Et en tous les cas, vous faites référence effectivement à des choses que raconte également Ève Wagerland, professeure de français dans un collège d'Île-de-France. Elle sera avec nous dans quelques instants justement pour en parler et on sera très content d'avoir effectivement son témoignage. Guillaume, face à ce drame, que faire? Emmanuel Macron, François Bayrou, la classe politique dans son ensemble a réagi. Voici quelques propositions: installation de portiques à l'entrée des établissements, vente de couteaux interdite aux mineurs, réseaux sociaux également bannis pour les moins de 15 ans. Ça, c'est Emmanuel Macron qui le propose, mais c'est vrai que l'efficacité de ces mesures interroge quand même, d'autant que dans ce cas précis à Nogent, l'ensemble de ces 3 mesures que je viens de citer auraient été totalement inefficaces. Oui, puisque c'est justement lors d'un contrôle, même s'il n'y avait pas un portique, d'une fouille de sac, semble-t-il, que le meurtre a eu lieu. En présence d'ailleurs de gendarmes. En présence des gendarmes, qui d'ailleurs ont réussi courageusement à désarmer l'individu, parce que sinon peut-être que le bilan aurait été encore pire. Donc on ne peut pas dire que c'est une insuffisance de présence des forces de l'ordre. C'est vrai que on peut prendre le problème de quelque façon que l'on veut, on arrive toujours à une forme d'impuissance quand même. Qu'on en arrive à dire on va interdire les couteaux. Moi je veux bien qu'on interdise la vente des couteaux aux jeunes, mais quand ils rentrent chez eux le soir, avec quoi ils coupent leur beefsteak avec un cornet de glace. Enfin tout ça n'est pas Et sérieux. en l'occurrence c'est un couteau qu'il avait effectivement récupéré le matin même à son domicile. Exactement, et ça me rappelle un petit peu la proposition de Gérald Darmanin d'interdire l'argent liquide pour éviter le trafic de drogue. Oui. C'est-à-dire que comme on n'arrive pas ou qu'on ne veut pas sanctionner les délinquants, eh bien, on essaie de corseter l'ensemble de la société en disant si on vend moins de couteaux, s'il y a moins d'argent liquide, ça évitera ce genre de drame. Mais pourtant, les Français réclament que les parlementaires légifèrent sur le sujet. Sondage Odoxa pour le Figaro publié au mois de février, juste après un autre drame, le meurtre d'Elias en pleine rue à Paris. Près de 90% de nos concitoyens attendent une nouvelle loi sur la délinquance des mineurs. Mais alors légiférer, pourquoi faire? Alors, c'est vrai qu'il y a un dysfonctionnement manifeste de la justice. On parle souvent de laxisme, je pense qu'il y a des raisons pour le faire. Vous parliez du meurtrier du jeune Elias. Vous savez qu'avec son complice, ils avaient l'interdiction de se voir. Ils habitaient dans le même immeuble. Oui. Enfin, je veux dire, comment peut-on avoir confiance dans la justice quand un juge dit vous avez interdiction d'entrer en contact avec une autre personne parce qu'ils avaient déjà commis des faits de délinquance ensemble, alors que alors qu'ils habitent au même endroit. On voit bien que en fait, on se moque de nous. Et Gérald Darmanin, d'ailleurs, lui-même a reconnu hier des dysfonctionnements. Exactement. Il faut souligner le courage de Gérald Darmanin parce que, de la même façon que après les condamnations manifestement insuffisantes qui ont suivi les émeutes du PSG, entre guillemets, enfin les émeutes consécutives à la victoire du PSG, Gérald Darmanin a tout de suite réagi en disant ces sanctions ne sont pas à la hauteur des violences qui ont été commises. Jusqu'à présent, c'était plutôt le ministre de l'Intérieur qui disait ça. Et le garde des Sceaux, il était un peu tétanisé. Il voulait pas se fâcher avec les magistrats qui sont les fonctionnaires de son ministère. Et Gérald Darmanin a ce courage et je pense qu'il faut le souligner. Et on en vient d'ailleurs justement à cette question de la justice, précisément, que vous abordez dans votre éditorial dans le Figaro Magazine ce week-end, Guillaume. Injuste justice, dites-vous, c'est quand même un comble. Vous revenez sur le transfèrement du narcotrafiquant Mohamed Amra au tribunal cette semaine, ce qui a suscité la colère, l'indignation des syndicats pénitentiaires. Le problème de fond, vous dites, c'est qu'en fait la justice, elle n'a de compte à rendre à personne. Oui, parce que les magistrats instrumentalisent l'indépendance qui leur est reconnue pour devenir irresponsables. C'est ça le problème. C'est-à-dire que les magistrats, ils n'appliquent pas seulement la loi, ils l'interprètent à leur façon, et derrière ça, il y a trop souvent, parce que je ne veux pas généraliser, mais il y a trop souvent une volonté de prendre en compte la situation personnelle du délinquant pour ne pas se montrer suffisamment sévère. Donc, je développe mon propos en 2 points. D'abord, ne compte à rendre à personne. Moi, j'ai très surpris de voir que, malgré les protestations qui étaient évidemment légitimes des syndicats pénitentiaires en disant « Attendez, la dernière fois qu'on a sorti cet Amra de prison, il y a eu 2 morts. Oui. Ça vous suffit pas ?» Alors qu'il y a effectivement, c'est ce que disent les syndicats, des solutions, mais notamment de visioconférence. On peut faire de la vidéoconférence. Le magistrat et son greffier, peut-être qu'il peut monter dans une voiture, peut-être même une camionnette s'ils veulent avoir les pièces du dossier. La prison dans laquelle est cet individu, elle n'est pas à Cayenne, elle est en Normandie. Je veux dire, c'est 180
90 km de Paris. Peut-être que ce serait simple. Il a fallu sécuriser tout le tribunal parisien. Et il a fallu déplacer un hélicoptère, mettre le convoi qu'on est en train de regarder à ce moment. Mais ça a coûté combien tout ça ? Tout ça, et pourquoi ? Parce que vous avez 2 magistrats instructeurs qui disent « Ah non, mais la règle c'est ça, donc nous voulons être respectés ». Mais dans quel monde vivent ces gens ? C'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que vous avez le sentiment, Guillaume, que les magistrats, en tous les cas un certain nombre de magistrats, pour ne pas généraliser, aujourd'hui, ne cherchent plus à se soumettre finalement à la souveraineté populaire ? Oui, parce que je vais vous donner un exemple très précis. L'immense majorité des Français est favorable à ce qu'on appelait les peines planchers sous Nicolas Sarkozy et ce que Gérald Darmanin veut remettre en place, puisque vous savez que jusqu'à présent, dans le code pénal, il y a des sanctions maximum, mais il n'y a pas de sanctions minimum. Eh bien, les magistrats disent, nous, on ne veut pas de ça. Le premier président de la Cour de cassation, c'est-à-dire le plus haut magistrat de France, a donné une interview à Mediapart en plus. C'est quand même signé. Dire, quand on connaît les combats de Mediapart, c'est intéressant de voir qu'il a choisi ce média pour dire mais nous refusons les peines minimum. Mais de quel droit ? Alors évidemment, il y a un principe qui s'appelle l'individualisation des peines, qui consiste à dire le juge fait ce qu'il veut. Mais c'est justement ça le problème, c'est que trop souvent, les juges font ce qu'ils veulent. Ils oublient juste une chose, c'est que leurs décisions, leurs jugements sont rendus, c'est écrit en toutes lettres, au nom du peuple français. Le problème, c'est qu'ils l'oublient trop souvent. Et on continue en tout cas de suivre ces dossiers. Le message, Guillaume, est passé. Quelques mots pour conclure rapidement sur votre couverture, parce que c'est quand même un peu un phénomène politique. Giorgia Meloni, les raisons d'un succès, la couverture du Figaro Magazine ce week-end. Elle est arrivée au pouvoir il y a un peu plus de 2 ans et demi en Italie. D'abord, assez fortement critiquée, que ce soit en Italie, mais également un peu partout en Europe et même dans le monde. Force est de constater qu'elle s'est imposée comme la figure centrale de la politique transalpine. Oui, elle a été caricaturée, on l'a traitée de post-fasciste et autres jugements dont l'objectif était évidemment de la discréditer. Or, elle mène une politique qui est extrêmement ferme. Moi, je vois 2 raisons au succès de Giorgia Meloni. La première raison, c'est qu'elle a réussi à faire l'union des droites. C'est-à-dire qu'elle a à la fois des gens qui sont à l'extrême, qu'on classe à l'extrême droite habituellement, c'est-à-dire la Ligue, avec Salvini, et puis la droite traditionnelle, celle qui était incarnée par Berlusconi. Et quand vous faites l'union des droites, vous êtes beaucoup plus fort. La deuxième raison de son succès, c'est qu'elle est extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que même si elle est plutôt souverainiste de conviction, elle sait qu'elle a besoin de l'Europe, elle a besoin de l'Union européenne, notamment pour avoir de l'argent, et donc elle plutôt que de s'opposer à Bruxelles, elle a réussi à faire des deals, notamment pour limiter l'immigration et contenir de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique du Nord, les migrants qui jusque-là venaient. Et puis la troisième raison, même si j'ai dit qu'il y en avait 2, c'est qu'elle est pro-business. C'est-à-dire qu'elle a une politique sur les sujets régaliens qui est forte, mais elle est aussi libérale en économie. Et notamment, elle a baissé massivement les impôts. Ce qui fait, et c'est l'un des articles de notre dossier, que l'Italie est en train de devenir un Eldorado pour les Français qui considèrent, et souvent à juste titre, qu'ils sont accablés d'impôts dans notre pays. Vous avez parlé, Guillaume, d'union des droites. C'est un peu un serpent de mer en France. Certains s'y sont essayés avec, ça n'a pas été en tous les cas un franc succès. Est-ce que vous pensez que, justement, c'est la ligne qui doit être celle de la droite? Est-ce que vous pensez qu'elle doit s'inspirer aujourd'hui, la droite française, de Giorgia Meloni? Alors, en tout cas, ce que je constate, c'est que cette droite unie en Italie, elle gouverne. Et en France, depuis 2012 et l'échec de Nicolas Sarkozy, la droite ne gouverne plus. Maintenant, je pense qu'il est illusoire de vouloir cette union des droites aujourd'hui, parce que entre le Rassemblement national et la droite de gouvernement, le LR, vous avez quand même des divergences qui sont très élevées. Pas tant sur les sujets régaliens, l'immigration, la sécurité, là, ils sont d'accord entre eux, mais sur le sujet économique. Et c'est une des différences avec l'Italie, où la Ligue de Salvini, elle est sur la même ligne économique que Madame Meloni. Et d'ailleurs, puisque l'on parle de Giorgia Meloni, Marine Le Pen, elle, montre
ostensiblement ses distances avec Giorgia Meloni. Oui, absolument, qu'elle trouve... Notamment, effectivement, sur les questions libérales. Notamment sur les questions libérales. Et puis Giorgia Meloni a régularisé un très grand nombre d'immigrés clandestins parce que l'économie italienne en avait besoin. Je pense, c'est une réflexion un peu générale, qu'il est dommage que les droites européennes passent comme ça leur temps à s'écharper au lieu de s'unir, parce que si vous faites l'addition de ces trois groupes de droite au Parlement, ils sont majoritaires. Seulement, ils n'arrivent pas à s'entendre. Vous avez le petit groupe avec Marine Le Pen et Viktor Orban. Vous avez un autre petit groupe avec Giorgia Meloni, et puis encore un autre avec des gens comme François-Xavier Bellamy. Je trouve ça dommage. Et en tout cas, c'est un dossier qui est à retrouver dans votre dernier numéro du Figaro Magazine, à retrouver en kiosque ce week-end, dès vendredi, samedi matin. Dès vendredi matin, voilà, en kiosque. C'est un dossier, en tous les cas, à ne pas manquer, de signé Jean-Marc Gonin et Guylaine Montalembert. Merci beaucoup. Merci. Guillaume Roquette. Dans l'actualité également, l'examen en commission de la proposition de programmation pluriannuelle de l'énergie. Cet examen en commission qui se poursuit à l'Assemblée nationale, cette fameuse PPE qui doit arriver devant l'hémicycle lundi prochain. C'est un texte très important parce qu'il prévoit de fixer les grandes lignes, les grandes orientations stratégiques de la France dans le domaine de l'énergie pour les 10 prochaines années, avec la répartition notamment des sources souhaitées. Jusqu'où faut-il aller sur le nucléaire? Doit-on vraiment favoriser à tout prix le renouvelable? Quelle place pour les énergies fossiles? Les débats sont vifs et cette PPE suscite l'inquiétude d'un certain nombre d'observateurs. On en parle dans un instant. Dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui nous est présentée actuellement, on multiplie par près de 4 les capacités des énergies intermittentes, éoliennes et solaires, et on fait passer leur part dans la production d'électricité de 15% à 35%. Et vous dites... Et ça va coûter des centaines de milliards. Y compris au portefeuille des ménages. Des centaines de milliards à la France, y compris bien sûr aux ménages. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain, vous êtes fondateur du mouvement Les #Gueux. Vous avez notamment sorti ce livre il y a de cela quelques semaines. On va en parler avec vous. Cette PPE, vous êtes très remonté, et vous l'exprimez d'ailleurs dans une tribune dans le Figaro ce matin. Oui. On va en parler ensemble. On est également avec Jean-Vincent Chantreau depuis Granville en Normandie. Vous êtes secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un certain nombre de pêcheurs se mobilisent ces jours-ci, ce week-end en particulier. Mobilisation prévue contre la politique française en matière d'éoliennes en mer, et c'est évidemment un débat qui vous concerne tout particulièrement, un débat qui revient à l'occasion de cette PPE. Vous donnez la voix depuis de nombreuses années contre le développement de l'éolien offshore, de l'éolien en mer. Pour quelles raisons d'abord ? Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est que ces décisions prises d'implanter anarchiquement des parcs éoliens en mer se fait déjà à l'encontre de la directive Habitat de l'Union européenne, qui donne donc le droit, sous la dérogation d'avis préfectoraux, de détruire des habitats d'espèces protégées. Alors qu'à nous, pêcheurs, on nous demande par ailleurs de respecter l'environnement, ce que nous essayons de faire du mieux possible. La deuxième chose, c'est là la taxe de la double peine, c'est qu'en fait, on nous exclut, pour des raisons diverses, de sécurité, entre autres, le droit d'aller pêcher dans ces zones où nous allions traditionnellement. Donc nous sommes exclus de ces zones de proximité de nos ports de pêche, nous sommes obligés d'aller pêcher plus loin, donc de consommer plus d'énergie fossile, tout ça dans un contexte de transition écologique et de transition énergétique. Enfin, ce que vous dites, c'est qu'en réalité, l'éolien offshore, selon vous, c'est injuste en plus d'être inefficace ? Alors tout à fait. Inefficace, économiquement parlant, on se rend compte aujourd'hui que c'est une aberration, parce que l'éolien, cette source d'énergie intermittente, se voit même aujourd'hui fermée dans certains cas dans le cadre de production d'énergie négative, à prix négatif. Donc ce sont des investissements colossaux, avec des contrats signés entre l'État et les exploitants des parcs éoliens qui sont totalement déraisonnables par rapport au coût réel de l'énergie, puisque ces exploitants perçoivent souvent plus de 200 € le mégawattheure, alors que le coût de l'énergie aujourd'hui est plus aux alentours de 50 €. Et tout ça, c'est payé par le contribuable avec le raccordement au réseau terrestre,
qui a déjà fait doubler la facture de tous les consommateurs par 2 depuis quelques années, et qui là, avec la PPE 3, va de nouveau multiplier ses factures par 2. Dites-nous, Jean-Vincent Chantreau, puis je me tourne ensuite vers vous, Alexandre Jardin, parce que je vois que vous avez beaucoup de choses à dire, vous trépignez, et c'est vrai que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Un mot d'abord, Jean-Vincent Chantreau, dites tout ce qui est prévu ce week-end, mobilisation en tous les cas, annoncée, et le 28 également, mobilisation annoncée dans un certain nombre de ports de France, mobilisation pour les pêcheurs, pour les agriculteurs d'ailleurs également. Tout à fait, oui, notre mouvement, l'UFPA, s'est associé aussi à la coordination rurale, s'est associé à d'autres mouvements qui luttent contre l'éolien offshore et l'éolien terrestre. Et nous organisons à partir de ce week-end dans différents ports des mobilisations auprès des pêcheurs pour pouvoir déjà lancer un signal d'alerte. Et puis organiser le 28 juin, donc très prochainement, lors de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale, un mouvement national qui va regrouper pêcheurs, paysans, agriculteurs et tous les gens concernés de la société par cette gabegie financière. Vous restez avec nous, Jean-Vincent Chantreau, on continue de parler de ces sujets-là avec vous, avec également donc Alexandre Jardin, vous êtes avec nous ici à Paris en plateau. Vous partagez cette colère, cet énervement, cette exaspération des agriculteurs et en l'occurrence des pêcheurs. Ce que vient de dire Chantreau, c'est fondamental. Qui paye ? Vous tous qui nous écoutez, vous tous qui nous regardez. C'est pour ça que le mouvement des gueux rentre dans ce combat, qui est un combat pour la facture d'électricité. Vous avez le sentiment que l'on demande toujours aux mêmes de payer ? C'est aberrant. Quand Louis Gallois dit que ça va coûter des centaines de milliards, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que notre production décarbonée nucléaire est suffisante pour notre consommation. Et tout à coup, il y a un plan de 300 milliards qui va tomber dans votre facture à vous. Pour financer la transition écologique ? Non, pour financer des choses aberrantes. La transition sur l'électricité, elle est déjà faite. Le nucléaire est décarboné. Alors, non, mais c'est vachement important. Oui. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin. Pourquoi est-ce que vous pensez que Gallois gueule ? Pourquoi est-ce que vous pensez que Proglio gueule ? Pourquoi est-ce que vous pensez que tous ces gens, ils disent que nous n'avons pas besoin de plus d'électricité ? Si la PPE, qui est cette loi qui va enclencher 300 milliards, est votée, vous la paierez. Et ce qu'a dit le pêcheur, c'est pour ça que les paysans convergent avec les pêcheurs, avec les gueux, et ils vont tous avoir sur leur bateau le hashtag gueux. C'est-à-dire qu'on se bat pour la France populaire qui n'a pas à payer un doublement de sa facture. Alors, Alexandre Jardin, vous publiez une tribune, je le disais, dans les pages du Figaro, ce matin dans le Figaro, à retrouver également sur le Figaro.fr aujourd'hui, tribune dans laquelle vous fustigez, je cite, une utopie verte bobo, justement, en parlant de la multiplication de ces éoliennes offshore, la multiplication également du photovoltaïque. C'est une utopie ou une nécessité ? Parce que y a un vrai débat, il y a un vrai clivage. Certains vont vous dire, mais si, il faut aller encore plus loin sur les éoliennes et sur le photovoltaïque et sur, de manière générale, le renouvelable. Mais nous n'avons pas besoin de cette énergie. C'est une aberration. C'est un choix purement idéologique qui va être payé par les gueux, par les classes populaires. Et je vais vous dire comment ça passe. Ça passe par une taxe que vous ne regardez même pas sur votre facture. Je vous l'avais même jamais vue, qui s'appelle l'accise. Et donc, il a été très clair. On garantit 200 € du mégawattheure, alors que le vrai prix du marché est autour de 50, voire en dessous en ce moment. Et c'est tous les gens qui nous écoutent qui vont payer. On a une facture. Le peuple ne peut plus encaisser encore un doublement de sa facture. Les gens qui ont 300 € de facture EDF, ils ne peuvent pas passer à 600. Et dans mon village, par exemple, le boulanger va fermer. On va perdre nos boulangers, on va perdre nos artisans. Alors, ce texte, donc cette PPE qui est examinée, qui sera examinée en hémicycle à partir de lundi prochain, elle est actuellement en commission. Vous êtes vent debout contre cette PPE. Est-ce que vous pensez qu'il faut renverser la table, qu'il faut changer littéralement le texte ? Il faut absolument arrêter net. Et on fait déposer contre cette PPE une PPE des gueux, qui est déposée dans un amendement aujourd'hui par le député de l'Orne, et qui est extrêmement simple. On arrête de rançonner le citoyen français, alors que nous n'en avons pas besoin. Ce que vous demandez, alors vous faites référence, si je ne me trompe pas, donc à un amendement déposé qui, lui, demande et vise à mettre à l'arrêt le développement de nouvelles installations éoliennes, photovoltaïques, en mettant fin, je cite, à la mise en service de tout nouveau projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent éolien terrestre ou maritime. C'est quand même
une révolution ce que vous réclamez. Non. C'est un acte civique. Il est immoral de faire payer les classes populaires. Un délire technocratique. Il est complètement... le mouvement des gueux est né pour arrêter les ZFE. C'était scandaleux. On est en train vous de voulez faire tomber la PPE comme vous avez fait tomber, entre guillemets, les ZFE. On veut la même victoire. MaPrimeRénov'. On veut exactement la même victoire. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'Assemblée a voté le 28 mai la chute des ZFE? Le peuple, tout à coup, est revenu. Le peuple est revenu. C'est fait entendre à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qu'on est en train d'organiser. Et vous allez voir qu'à partir de samedi et le 28 mai, le 28 juin, pardon, vous verrez des hashtags gueux absolument partout, sur les bateaux, sur les tracteurs. Le peuple revient. Il n'est pas question de rançonner. Alors, en l'état, ce texte PPE prévoit donc une augmentation de la production d'électricité d'environ 25%, vous l'avez évoqué, à l'horizon 2035, en faisant la part belle aux énergies renouvelables. Est-ce qu'en soi, cet objectif, malgré tout, il n'est pas souhaitable ? Posez la question à Proglio. L'objectif des énergies renouvelables. Posez la question. Mais je vous pose la question à vous, Alexandre Jardin. Notre consommation électrique se tasse et voire baisse. Oui, mais l'objectif des énergies renouvelables, est-ce que c'est pas en soi je suis en train un objectif à poursuivre ? Mais c'est du délire ce qu'on dit. L'électricité française est déjà largement décarbonée. La transition a déjà eu lieu. Le nucléaire, est-ce que le nucléaire émet du carbone ? Non. Donc nous avons une énergie qui est propre, qui nous place en tête des classements mondiaux, et tout à coup, on est, par choix purement idéologique, on va faire payer le peuple. C'est de l'idéologie uniquement, c'est selon vous donner des gages aux écologistes, c'est ça cette PPE ? Bien sûr, bien sûr. C'est un scandale immoral. Et je vais vous dire pourquoi le scandale est épouvantable. Parce que, en plus, on le fait payer au peuple de manière automatique par vos prélèvements mensuels. C'est un système quasi mafieux qui va être prélevé sur votre propre compte en banque. On est au-delà du scandale. Alors, je voudrais qu'on entende Jean-Vincent Chantreau. Vous êtes, je le disais, vous êtes pêcheur, vous êtes président d'un syndicat. Vous, on parlait par exemple de cet amendement qui vise donc à stopper littéralement le développement de l'éolien, le développement également du photovoltaïque en France. Est-ce que vous pensez qu'il a des chances d'être adopté, cet amendement ? Alors c'est un amendement tout d'abord qui demande un moratoire. C'est-à-dire qu'il nous faut le temps de réfléchir pour essayer de comprendre et savoir si ces énergies intermittentes que sont l'éolien offshore, l'éolien terrestre et le solaire sont nécessaires aujourd'hui dans le cadre du besoin énergétique qu'a la France. Et ce n'est pas du tout avéré. Vous savez, pour qu'une éolienne soit rentable, il faut qu'elle tourne au minimum à 30% ou 35% du temps. Aujourd'hui, déjà, ces 35% ne sont pas atteints. Et demain, on nous propose que ces énergies intermittentes, qui, lorsqu'il n'y a pas de vent ou lorsqu'il n'y a pas de soleil, devront bien évidemment être remplacées par des énergies qui, elles, fonctionnent en permanence, comme le nucléaire. On ne va pas arrêter une centrale nucléaire pour laisser tourner des éoliennes. Donc, aujourd'hui, il y a une analyse pragmatique à faire du besoin énergétique en France, voire en Europe, par rapport aux besoins, au développement des industries, etc., et trouver des solutions. Mais vous avez le sentiment que ce travail n'a pas été fait dans le cadre de la PPE ? Écoutez, la preuve, c'est que ça n'a pas été fait, puisque aujourd'hui, on demande aux exploitants des éoliennes de stopper leur production en cas d'énergie à coût négatif. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les exploitants de ces parcs continueront à être payés. On ne connaît pas encore les barèmes, mais continueront à être payés que ces éoliennes tournent ou ne tournent pas. Alors ensuite, vous évoquiez la transition écologique et de dire est-ce qu'on doit opposer transition énergétique et transition écologique. Mais aujourd'hui, les éoliennes sont une aberration écologique. Elles perturbent l'environnement marin, elles perturbent la vie faune, et on n'a aucun recul aujourd'hui, que ce soit sur l'éolien flottant ou l'éolien fixe, des conséquences écologiques
que cela puisse avoir. Donc, il nous faut le temps de réfléchir avec des scientifiques, avec des énergéticiens, avec des économistes, pour redéfinir un modèle de production. Alexandre Jardin, les éoliennes, le photovoltaïque, c'est tirer une balle contre son camp lorsqu'on est un écologiste? Je pense que ce qu'on appelle l'écologie est devenu quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le combat écologique sincère. C'est-à-dire que personne n'avait imaginé dans les années 70 un écolo, ça mangeait un fromage de chèvre, c'était plutôt cool. On n'avait pas compris que des grands groupes comme BlackRock allaient terroriser des maires pour essayer de... Aujourd'hui, c'est devenu un combat titanesque de gens qui veulent mettre la main sur 300 milliards. Vous pensez que l'enjeu, il est essentiellement financier derrière tout cela? Ah, il est terrifiant. Mais c'est quoi ce que vous fustigez, c'est quoi? C'est l'écologie politique, c'est quoi finalement? Je pense que derrière la folie de vouloir encore faire doubler votre facture d'électricité, il y a clairement un délire écologique de mettre l'économie à l'arrêt. Parce que si ces gens réussissent leur coup, là, qui réussissent à faire doubler encore notre facture, quasiment plus aucune PME ne sera rentable. C'est-à-dire qu'il y a un modèle de décroissance qui est complètement dingo. Une volonté de mettre l'économie à l'arrêt, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment l'objectif aujourd'hui dans l'état dans lequel se trouvent nos finances publiques? Chez tous les radicaux du mouvement écologique, oui. Mais enfin, ils l'assument, ils sont décroissants. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'un modèle capitaliste en croissance. Donc, ils ont trouvé quelque chose d'absolument diabolique, qui est l'augmentation du prix de l'électricité. Vous savez, la dernière fois qu'on a eu des très fortes hausses, il y avait une crise des boulangers. Oui. Vous vous souvenez? Et beaucoup de boulangeries fermaient. Si on double, qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais vous faire réagir et puis ensuite il va nous falloir conclure. Mais on a évoqué tout à l'heure la suppression des ZFE, l'abrogation des ZFE et puis la suspension de MaPrimeRénov'. Vous avez vu que le président de la République a réagi. Lui, il implore le gouvernement, le Parlement à ne pas céder aux difficultés du moment. Et il dit ceci: les mêmes qui disaient que je ne faisais pas assez pour l'écologie sont les mêmes aujourd'hui, quand il y a des difficultés, à détricoter. Est-ce que vous êtes en train de détricoter le bilan écologique d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est en tous les cas votre objectif? Clairement, il y a une conception bureaucratique, technocratique et financière, et voire ségrégationniste derrière les ZFE, qui n'a pour moi rien à voir avec la culture de la République. Et d'ailleurs, je m'étonne qu'un président de la République ose s'indigner de voir un Parlement voter. On est où? Je veux dire, il est garant des institutions. Oui ou non? Il donne son avis sur... il est garant des institutions. Il n'a pas à se rebeller. Ça vous a choqué, cette proposition d'Emmanuel Macron? C'est incroyable. Mais l'ensemble des parlementaires ont été absolument scandalisés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre Jardin. Merci à vous, Jean-Vincent Chantreau, en direct donc depuis Granville. En Normandie, on suivra évidemment attentivement l'examen de cette proposition de loi, programmation pluriannuelle de l'énergie, avec beaucoup d'attention, donc à partir de lundi à l'Assemblée nationale. Et puis je rappelle également donc votre livre, les #gueux, ce mouvement des gueux que vous avez lancé, Alexandre Jardin, un livre qui était publié chez Michel Lafon et qui était retrouvé en librairie. Merci beaucoup d'être venu nous voir en plateau aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure avec Guillaume Roquette. On va revenir à nouveau sur ce terrible drame qui s'est déroulé mardi matin à Nogent, en Haute-Marne. Cette surveillante de collège, Mélanie, qui a été mortellement agressée à coups de couteau par un étudiant âgé de 14 ans. La France est sous le choc, la communauté éducative également particulièrement montée. On en parle dans un instant avec une professeure de français en collège, Eve Wagerland. Je vous propose d'abord d'écouter un extrait de la conférence de presse donnée par le procureur de la République de Chaumont, c'était hier après-midi. Il établit peut-être lui-même un lien entre le fait d'avoir été sermonné par une surveillante vendredi 6 juin alors qu'il embrassait sa petite amie au sein du collège. Il précise que cette surveillante n'est pas celle qui sera sa victime le mardi 10 juin. À la suite de cet incident de vendredi, il déclare avoir ressassé, dès le lendemain, samedi 7, le projet de tuer une surveillante et, selon ses propres termes, n'importe laquelle. Il précise d'ailleurs avoir, mardi matin, après le petit déjeuner, pris le plus gros couteau qui se trouvait à son domicile pour, selon ses propres termes, faire le plus de dégâts.
Bonjour Eva Garland. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de français en collège, vous exercez en région parisienne, vous avez publié un certain nombre de livres et vous avez notamment publié ce livre 2023, Un prof ne devrait pas dire ça, et c'est justement un livre dans lequel vous abordiez déjà à l'époque les raisons du mal-être d'un certain nombre de professeurs, notamment à cause des questions de discipline, de sécurité tout simplement en milieu scolaire, et force est de constater que l'actualité est allée encore malheureusement au-delà de ce que vous aviez pu imaginer à l'époque. Le drame aujourd'hui, ce n'est plus seulement qu'un collégien puisse tuer, c'est que plus personne ne s'en étonne. C'est ce que dit une professeure dans une tribune dans le Figaro aujourd'hui. C'est ce que vous ressentez également. Est-ce que vous avez le sentiment, quelque part, qu'on a fini par s'habituer à ce déferlement de violence ? Oui, complètement. Ça s'est passé de manière très progressive. On a été choqués, effectivement, extrêmement les premières fois qu'il y a eu des morts au sein de l'éducation nationale. C'était des choses assez différentes. La mort de Samuel Paty, Dominique Bernard. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que plus récemment, par exemple, le meurtre d'une élève, c'était la première fois qu'une élève mourait au sein d'un établissement scolaire, Lorraine, qui avait 15 ans, je crois, 57 coups de couteau dans la salle de classe. Finalement, elle n'a pas fait l'objet d'une minute de silence et l'actualité passe rapidement à Comment autre chose. Comment l'expliquez-vous ? Il y a une banalisation selon vous ? Je pense que nos élites sont extrêmement démunies en fait face à cela et ils proposent des réponses sur le moment, mais en fait, je pense qu'ils n'ont pas la vision qui permettrait d'apporter une solution d'ensemble à ce genre de choses. Comment est-ce que vous, en tant que professeur dans un collège, comment est-ce que vous, vos collègues également, vos étudiants même, comment avez-vous, vos élèves, comment avez-vous réagi mardi lorsque vous avez appris ce nouveau drame ? Mais en fait, en général, face à ce genre d'événement, il y a quand même une tendance un peu à l'omerta, au déni, le phénomène des couteaux dans les sacs des élèves. Moi, j'en parlais l'année dernière et on me disait que j'exagérais. Maintenant, Qui ça va devenir des collègues, ça va devenir... et on a toujours cette tendance, moi ce qui m'a frappé, c'est que pendant des années, les noms de Samuel Paty ou Dominique Bernard étaient complètement interdits en salle des profs, on n'en parle pas, ça gêne, ça fait peur, parce que aussi on sait très bien que ça remet en cause l'idéologie du système. Alors justement, on n'en parle pas parce que ça fait peur, que ça nous renvoie quelque part à notre propre condition, j'allais dire, à ce que nous risquons lorsque nous sommes professeurs aujourd'hui, ou bien est-ce que c'est finalement que l'on n'a pas envie de remettre en cause un certain nombre de choses qui aujourd'hui se passent et qu'on n'a pas envie d'aller plus loin, notamment dans la loi. Et je pense que dans la société tout entière, en fait, le phénomène de déni vient à la fois de la peur et de la gêne, parce qu'on sait que, bien souvent les gens qui éprouvent cette gêne et qui se taisent savent que leur propre idéologie, en fait, qu'ils n'ont pas envie de remettre en question, est largement responsable de tout ça. Y compris chez les enseignants, malgré ce qui vient de se passer une nouvelle fois à nos jours. Oui, je pense complètement. Alors, les premiers résultats de l'enquête permettent d'en savoir un petit peu plus sur le profil du suspect. Nous venons d'entendre d'ailleurs le procureur de la République qui s'exprimait hier après-midi. Donc, il a expliqué que ce jeune homme de 14 ans se montrait détaché, qu'il avait ressassé le projet de tuer une surveillante n'importe laquelle, tout en faisant d'ailleurs le lien avec un fait récent d'une importance qui est pourtant toute relative, puisqu'il avait été le 6 juin sermonné par une surveillante parce qu'il embrassait sa petite amie. Vous, en tant que professeur, vous êtes en contact quotidien avec des élèves. Comment est-ce que... On ne peut pas expliquer l'inexplicable, mais essayer de comprendre, d'analyser comment peut-on comprendre quand même un comportement comme ça, une froideur à ce point chez un élève de 14 ans ? Ça s'inscrit dans un contexte général de perte de repère totale de la jeunesse qui a été, je pense, laissée à l'abandon paradoxalement par la société. Alors je dis paradoxalement parce qu'en fait, on est dans une société qui vénère la jeunesse, qui a prétendu tout faire pour les enfants et qui, en réalité, finalement, les livre à eux-mêmes sans cadre. C'est tout le paradoxe de ce qui se passe actuellement. J'ajouterais à propos du jeune homme en question qu'apparemment, il était adepte de jeux vidéo violents. C'est quelque chose à prendre en compte, je pense, dans son absence d'empathie. On a des jeunes aujourd'hui qui, parce qu'on les laisse sans cadre, justement, sans repère, s'isolent. C'était le cas d'ailleurs du meurtrier de la petite Louise aussi, Owen, qui était aussi gavé de jeux vidéo violents. Vous faites le lien entre cette fascination pour la violence et les jeux vidéo ?
Oui, alors je sais qu'à chaque fois qu'on met ça sur la table, certaines personnes produisent des études qui montrent que les jeux vidéo violents ne rendent pas forcément violents. Alors heureusement que tous les garçons qui ont joué à GTA ne se mettent pas à poignarder les gens dans la rue, mais comment, il y a un moment, il faut oser aussi émettre un jugement moral. Comment est-ce que ça peut être bon pour des jeunes, surtout quand ils ont déjà une fragilité psychologique, qu'ils ont tendance à s'isoler, à se désociabiliser, de jouer à tuer, un jeu qui consiste à tuer, à exploser la cervelle de gens sur un jeu, ça ne peut pas être bon. Il y a justement des signaux psychologiques qui peuvent permettre d'expliquer, en tous les cas, de comprendre ce type d'acte, et puis ce détachement également avec lequel cet individu a opéré, alors même, et c'est ce que précise encore une fois le procureur, que cet élève de 14 ans ne manifeste a priori aucun signe évoquant un possible trouble mental. Oui, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un profil psychologique qui apparaît en l'absence de troubles psychiatriques, mais qu'on observe en réalité quand on est dans l'éducation chez bien des jeunes. C'est une incapacité à supporter la frustration. En fait, ça, vous le ressentez, ça? Ah oui, constamment. Quand vous en parlez avec vos élèves. Au quotidien. Surtout, ça génère des conflits en fait au quotidien, c'est-à-dire que ces élèves avec lesquels on est toujours dans la permissivité, dans le dialogue, c'est très bien le dialogue, mais il y a un moment, il faut aussi poser un cadre, poser des sanctions face à certains actes, et la complaisance permanente fait que à la longue, ils deviennent donc à la fois fragiles psychologiquement, parce qu'ils n'ont pas de cadre, et intolérants à toute forme d'opposition, de frustration. Et là, je crois que ce jeune homme, on nous dit qu'il a conçu le projet de tuer parce qu'il avait été un peu sermonné par une surveillante. Mais c'est vrai que moi, je peux le mettre en lien avec ce que je vis au quotidien dans certains établissements, c'est-à-dire que la moindre remarque sur le comportement, désormais, peut faire littéralement exploser certains jeunes. Et tout laisse à croire que cet acte était prémédité, en tous les cas. Cet élève a reconnu avoir emprunté à son domicile, au domicile de ses parents, le couteau le matin même. La question, c'est aussi quand même de se dire comment se fait-il que l'on n'ait rien vu venir ? Alors, je pense que là aussi, on est un peu dans la naïveté, parce que moi, j'étais très choquée d'entendre dans les jours qui ont suivi, ces derniers jours, que ce garçon ne posait aucun problème, il a fait l'objet de 2 mesures d'exclusion dans l'année. Quand on sait le laxisme du système scolaire actuel, je peux vous dire que 2 mesures d'exclusion dans l'année, même des exclusions temporaires, ça signifie un élève perturbateur et violent. C'est pas parce qu'il se tenait tranquille depuis le mois de novembre que c'est un gentil garçon normal. Alors là, encore une fois, c'est quoi ? C'est du déni, justement, ce que vous décrivez ? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on voit que tout de suite, après l'événement, la chef d'établissement, puis le maire de la ville, puis Madame Borne, c'est-à-dire l'ensemble de l'institution, son premier réflexe, ça reste de se défausser. Ça doit être un cas extrême, incompréhensible, bizarre, ça ne peut pas venir de nous. L'institution n'a aucune forme de responsabilité. Alors, je n'accuse pas les individus, je suis moi-même enseignante, je sais qu'on fait chacun dans nos classes ce qu'on peut, mais en revanche, l'institution, évidemment, est responsable, puisque ça fait maintenant des décennies qu'on a détricoté l'ensemble de l'échelle des sanctions, que très souvent, quand on parvient à une sanction, en fait, il est déjà trop tard. Et ce n'est pas, selon vous, un cas isolé. Il pourrait y avoir bien d'autres élèves dans nos établissements aujourd'hui qui présentent ce type de troubles, je ne sais pas, en tous les cas, de fascination, encore une fois, pour la violence. C'est à craindre, parce que, encore une fois, c'est la jeunesse qui, globalement, a été laissée à l'abandon face aux fléaux que sont les réseaux sociaux en ligne, la pornographie. Pendant des décennies aussi, c'était être un terrible réac que de dire que c'était peut-être pas très bon pour les jeunes de regarder ça. Or, ils sont nombreux à avoir développé désormais une addiction à ça, très jeunes, parfois. Il y a une prise de conscience aujourd'hui. Oui, mais c'est un peu tard, c'est-à-dire que maintenant, ils sont pris dans cette spirale, qu'il va falloir des mesures très fermes, et puis un véritable revirement idéologique. Justement, mesures très fermes, revirement idéologique, vous avez entendu, et vous les avez évoquées, les nombreuses réactions dans la sphère politique. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire et de leur répondre à tous ces politiques qui ont immédiatement réagi pour évidemment condamner ce qui s'était passé et puis exprimer leur compassion à l'égard des proches de la victime? Alors bien sûr, à chaque fois, ce que font les politiques, c'est de réagir sur le moment, dégrainer quelques mesures. Les mesures, certaines sont plus ou moins bonnes, etc. Je pense qu'il faut effectivement tout envisager pour faire quelque chose. Mais encore une fois, il faut une réponse bien plus globale,
global, un virage idéologique, sortir de ce relativisme, ce refus de transmission des valeurs qui marque notre société, la permissivité, le laxisme dans tous les domaines, parce qu'on sait que la justice des mineurs est défaillante, on sait que l'école est laxiste, et ça c'est le résultat de toute une idéologie. Donc il faut vraiment prendre les choses à bras-le-corps, rétablir la notion d'autorité qui a quand même été remise en question maintenant depuis les années 70 et tout n'a fait que se dégrader depuis. La réponse doit-elle être selon vous sécuritaire ou éducative ? Alors la réponse d'ordre sécuritaire est nécessaire, certes, parce que c'est ce qui donne les moyens, c'est ce qui permet d'agir concrètement. Mais évidemment, moi, j'appelle aussi d'abord à un changement sur le plan éducatif, mais dans toutes les sphères de la société, c'est-à-dire à la fois le cadre, en fait, on y a renoncé aussi bien dans les familles que à l'école. Moi, je trouve assez symptomatique et tragique que l'établissement où ce drame s'est déroulé, ça s'appelle Françoise Dolto. Oui, parce que nous l'évoquions tout à l'heure, effectivement, avec Guillaume Roquette. Voilà, c'est nous, on est en train de payer les résultats de cette éducation qui a culpabilisé les parents qui auraient voulu exercer une autorité sur leurs enfants, qui a délégitimé le contrôle parental, le fait de mettre des limites, le fait de mettre des contraintes. Il fallait uniquement être dans la discussion, dans l'explication. Je ne dis pas qu'il faut rien expliquer et pas discuter, encore une fois, mais voilà, au sein des familles, on a largement renoncé en fait à l'exercice de l'autorité parentale pour chercher un rapport sympa à l'enfant, et on voit qu'aujourd'hui, en fait, les enfants sont en manque de ce cadre. On a aussi déstructuré complètement les familles. On nie aujourd'hui complètement l'impact des divorces, notamment en matière d'échecs scolaires, en matière de troubles psychologiques chez les jeunes. Il ne s'agit pas, je ne dis pas ça pour stigmatiser les gens qui divorcent, mais il y a un moment, il faut aussi être au courant de ça. C'est que les enfants divorcés ont à peu près le double d'échecs scolaires des autres. Est-ce que c'est à l'école, pour autant, de compenser cela et de faire ce que les parents ne sont pas toujours en mesure de faire en termes d'éducation ? C'est certain, c'est que face à cela, il faut une école qui doublement donne un cadre. Parce qu'aujourd'hui, la faiblesse de l'école fait qu'elle devient le réceptacle de tous les problèmes de la société. Donc l'école est à la fois victime et responsable là-dedans, parce que comme elle est trop permissive, voilà, on y retrouve tous les problèmes de la société, donc les troubles psychologiques d'une jeunesse qui est un peu à la dérive, mais aussi évidemment le problème de l'islamisme, le problème de l'échec de l'intégration de toute une jeunesse aussi issue de l'immigration, parce que le fléau des couteaux dans les sacs, c'est d'abord quand même le premier mode de règlement de compte entre gamins des cités. L'école, malheureusement, est aussi un petit peu responsable de ça, parce que elle a refusé la transmission très largement au profit de ce qu'on appelle le pédagogisme, c'est-à-dire un encadrement ludique des jeunes. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous décrivez là pourrait pousser certains parents à se tourner vers d'autres types d'enseignement? On sait par exemple que le hors-contrat fonctionne très bien en France. Est-ce que vous pensez que ça pourrait pousser certains à se détourner de l'éducation nationale? Mais c'est déjà le cas largement dans une ville comme Paris. Je crois qu'on arrive quasiment à 50% de gens qui fuient dans le privé. Alors le réflexe des syndicats enseignants notamment, c'est d'incriminer le privé en disant que le public se dégrade à cause des gens qui partent dans le privé, mais en réalité c'est vraiment une inversion de la réalité, puisque les gens partent dans le privé parce que le public s'est dégradé. C'est ça qui se produit. Donc bien sûr, il y a une fuite, il y a un risque que... Certains établissements privés sont quand même touchés également. Oui, tout à fait. Il y a eu un certain nombre de drames qui étaient dans le privé. Mais est-ce que vous pensez que certains pourraient être poussés à aller justement carrément dans le hors-contrat? Oui, tout à fait. Je pense que tout est possible. Les gens paniquent à propos de l'éducation de leurs enfants maintenant. Et je pense que là, la multiplication des drames dans le système scolaire, ça va être catastrophique, à la fois en termes de recrutement des enseignants, du personnel éducatif, et bien sûr ça va susciter une inquiétude illimitée chez les parents qui doivent y laisser leurs enfants toute la journée. Est-ce qu'en tant qu'enseignante, il vous arrive d'être tentée de vous dire en fait je démissionne et je fais autre chose? C'est toujours une tentation, bien sûr. Ensuite, moi je suis d'abord là pour essayer de faire quelque chose pour ce système. Je n'arrive pas à me résoudre à l'idée justement que l'ensemble de nos services publics soit finalement enterré au profit d'une privatisation
et qu'on renonce, que l'enseignement public devienne grosso modo une poubelle dont plus personne ne veut. Moi, je me bats au contraire pour transmettre au quotidien à mes élèves, en dépit de toutes les difficultés que cela pose. Merci beaucoup, Ève Waguerland. Merci. Vous êtes professeure en collège en Ile-de-France. Je rappelle votre dernier livre, l'un de vos derniers livres d'ailleurs, parce que vous publiez régulièrement. Celui-ci, en tous les cas, paru en 2023. Un prof ne devrait pas dire ça, publié aux éditions de l'Artilleur. C'était il y a 2 ans, mais c'est encore une fois cruellement d'actualité. C'est un livre à lire et que l'on recommande. Merci encore d'avoir été avec nous. On continue évidemment de suivre le déroulé de l'enquête autour de ce drame. Le suspect encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle. C'est ce qu'a précisé hier d'ailleurs le procureur. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à Point de Vue. Demain, vous retrouvez Anne-Emmanuelle Isaac à la présentation. D'ici là, je vous souhaite une excellente après-midi sur le Figaro TV.